Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. À la fin de la semaine aura lieu le Festival du Livre de Paris. C'est comme feu le salon du livre, mais avec moins de livres et sponsorisé par TikTok. Reconnaissons-leur au moins la bonne idée d'avoir choisi l'Italie comme pays invité et de s'être pour cela adossé à l'excellent festival Italissimo et sa programmation de qualité. Du coup, je me suis dit que c'était quand même le moment idéal pour parler de littérature italienne. Et autant vous dire que j'avais près de moi l'invité idéal. Et si vous tendez l'oreille, vous l'avez déjà entendu par ici. Elle assurait le doublage en italien d'une partie de la bande-annonce. Il y a un discours qui sous-tend ce livre, qui est un discours sur la beauté qu'on peut retrouver dans un monde infernal. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Daniela Vitaiano, docteur en littérature italienne. Bonjour Daniela. Bonjour Jérémy. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. On va parcourir ensemble la liste des livres qui ont marqué ton parcours. Donc le principe, c'est qu'on va d'abord dans un premier épisode cette semaine évoquer les livres plutôt personnels. Et dans la deuxième partie, on va évoquer les livres professionnels, même si on l'a remarqué déjà, dans ton cas, ce sera sûrement pareil que pour les intervenants et intervenantes précédents. La frontière est parfois poreuse, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'exercice. Je te propose d'ouvrir les cartons, si tu veux bien, des livres que tu m'as amenés pour qu'on regarde ça ensemble. Tu peux y aller. C'est parfait. Eh bien, nous avons là une belle sélection de livres, quelques-uns qui sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport à de ce à quoi on s'attend habituellement, mais du coup, ça va nous ouvrir plein de perspectives. Avant d'attaquer l'entretien à proprement parler, je te propose la citation qu'a choisie l'invitée précédente pour débuter ton entretien en guise d'échauffement. Donc l'invitée précédente, c'était Sigolène Vincent, autrice, qui nous a proposé cette citation de Victor Hugo, qui dit, je cite, « L'invention de l'imprimerie est le plus grand événement de l'histoire, c'est la révolution mère. » Oui, effectivement, cela me parle beaucoup. Je suis assez d'accord avec Victor Hugo et avec Sigolène Vincent. C'est vrai au niveau collectif, mais pour moi ça a aussi un impact sur moi, sur ma vie, parce que j'ai découvert la lecture progressivement. Je ne lisais pas en tant qu'enfant et j'ai commencé à lire après et surtout dans mon parcours scolaire. Donc pour moi, ça a été une vraie révolution de m'approcher au livre et de commencer la lecture comme un exercice, comme un entraînement de l'esprit. Donc cela me parle beaucoup. Merci. Très bien, merci à toi de nous avoir donné cette interprétation personnelle. Effectivement, c'est vrai qu'il y a la révolution sociale, la grande révolution, et puis il y a les révolutions qu'on mène chacun d'entre nous. Et probablement parce que tu es une auditrice fidèle, tu m'as déjà préparé le lien vers la première vraie question d'entretien que j'allais te poser, puisque tu dis que tu as commencé à lire à l'adolescence. Et je te propose donc de nous parler du premier livre dont tu te rappelles, ou du moins que tu mets en avant dans cette initiation, dans cette découverte de la lecture. Il s'agit de Momo, que tu peux nous présenter si tu le veux bien. Oui, en effet, je me rappelle de tes questions. Tu poses souvent la question, quel est ton premier souvenir de lecture? Et donc, pour moi, c'est ce livre. Mon premier souvenir de lecture indépendante, on va dire, c'est ce livre-là. Je crois que c'était une façon de m'approcher de ma sœur, parce que j'avais une grande sœur et en fait elle adorait cet auteur parce que c'est l'auteur d'un plus connu l'Histoire sans fin, du plus connu Histoire sans fin, et donc l'autre ouvrage assez célèbre mais moins connu, c'est Momo. Et ce livre parle d'une enfant
qui est seule et qui est orpheline très probablement et qui vit dans un amphithéâtre et qui est très silencieuse, mais elle aime bien écouter les autres. Et ça me plaisait cette idée d'enfant qui crée des liens à travers l'écoute. Et l'autre chose qui me plaisait beaucoup de ce livre, c'est que en fait, il y a toute une histoire avec des hommes gris, vêtus de gris, mais donc gris dans l'esprit, qui sont en fait les voleurs du temps. Et on décrit bien dans ce livre l'idée que toute action inutile ne sert à rien et que la société nous amène dans des vies toujours plus remplies de choses à faire et de choses utiles. Et dans ce monde, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de place pour les choses inutiles mais belles, comme écouter les gens parler. Et Momo se bat contre ça et presque elle perd cette bataille. Bon, à la fin, c'est un conte pour enfants, donc finalement tout se résout pour le bien. Mais c'est vrai que ça me plaisait cette idée cette critique profonde à l'utilité et au fait que on devrait plus lutter pour l'inutile, pour la partie lien avec l'autre, avec les autres, avec les autres hommes, et donc lutter pour l'inutile. Et une petite question additionnelle avant de parler bande dessinée, ce qui suit dans ta liste, c'est une dimension qui t'avait c'est une dimension que tu avais ressentie et compris à la première lecture. Tu dis que tu l'as lu adolescente, hein, ou c'est quelque chose, je sais pas, peut-être tu l'as relu, ou c'est quelque chose que tu as développé après, en grandissant, entre guillemets, face à la vie, de se dire, ah ben tiens, il y avait déjà toute cette réflexion-là, ou ça t'a frappé immédiatement, disons? Non, ça m'a frappé immédiatement aussi, parce que c'est assez explicite, hein, ce n'est pas, ce n'est pas très implicite le message. Et évidemment, maintenant, je lui donne un sens encore plus profond parce que ma vie est surchargée de choses à faire. Donc, c'est assez épatant comme tout se lit dans une vie. Et effectivement, déjà dans cette première lecture, il y avait le noyau central de toute la vie. Ouais, la galaxie centrale de ta constellation. Allez. Disons ça comme ça. C'est ça. Alors ensuite, tu m'as indiqué des bandes dessinées et alors je le dis quasiment à chaque fois quand des intervenants et des intervenantes en parlent. Moi, j'ai pas encore pu faire d'épisode spécial bande dessinée et j'en suis pour l'instant assez malheureux. Mais du coup, je suis content quand ça vient un peu sur le tapis parce que j'en suis lecteur et j'aime beaucoup ça. Mais là, c'est intéressant aussi parce que les bandes dessinées que tu indiques, pour le coup, viennent d'une autre tradition, on va dire une tradition plus italienne que française, donc c'est pas des titres que nous on connaît. Donc j'aimerais beaucoup que tu nous fasses un petit focus là-dessus. Tu nous as indiqué 2 ou 3 titres. Si tu veux nous faire un petit panorama rapide de ces lectures, peut-être en insistant sur l'une d'entre elles. Et puis après nous expliquer aussi, j'ai l'impression qu'en Italie vous avez moins de gros albums de bande dessinée que nous et un peu plus des petits livres type comics américains. Si tu veux aussi peut-être nous parler de ça, si ça te semble intéressant. Oui, en effet, en Italie, nous avons une tradition un peu différente de la bande dessinée. En vrai, ça vient. On commence à se caler sur la tradition française, mais jusqu'à ma connaissance d'adolescente, il n'y avait que ces bandes dessinées qui venaient d'une maison d'édition qui s'appelle Sergio Bonelli. Et en fait, c'est des bandes dessinées c'est des albums assez petits, comme un livre de poche, légèrement plus grand qu'un livre de poche. Et en fait, c'est des bandes dessinées qui se concentrent sur un personnage en particulier, souvent.
Donc, il y a Tex Willer, il y a Dylan Dog, Nathan Never, et c'était des bandes dessinées que je retrouvais à la maison parce que mon père et ma sœur les lisaient. En fait, j'ai été passionnée par un bande dessinée en particulier que m'avait offert mon père, intitulé Gea, bon, du dessinateur et scénariste Luca Enoch. Et en fait, cette bande dessinée était particulière parce que il y avait un personnage principal féminin, donc une protagoniste féminine. Et j'avais adoré ça, j'avais adoré toujours une orpheline, toujours une fille restée toute seule et qui a un chat noir. Et bon, ce côté me plaisait beaucoup parce que j'adorais Catwoman à l'époque. J'étais très passionnée de Batman et des chats noirs. Donc, elle avait un chat noir et j'adorais beaucoup ce côté, voilà, seule avec le chat. Et elle était en fait là aussi, il y a un message social parce que elle a des amis un peu outsiders, à l'écart de la société, un paraplégique, un gay, un réfugié palestinien. Il y a des copains un peu, oui, à l'écart. Et elle se bat contre les monstres qui essayent de traverser la frontière entre le monde mythique, mythologique et le monde réel, notre monde. Et donc, elle se bat contre ces monstres qui veulent, voilà, détruire l'humanité. Et effectivement, c'est toujours des bandes dessinées sur, voilà, sur des personnages précis. C'est des albums sur en fait, de longue durée. Il y a 100 numéros, 200 numéros, 300, oui, c'est vraiment sur la durée. Ça dure très, très longtemps. Et on est fidèle de ces albums-là. Et Gea, par contre, c'était peu de numéros, c'était, il me semble, une vingtaine. Et c'est très intéressant, la mythologie. Il explique très bien la mythologie, il explique très bien aussi la partie politique et sociale, et cela me plaisait beaucoup. Oui, du coup, une bande dessinée au croisement de deux centres d'intérêt que j'ai l'impression qu'on va retrouver un petit peu au fil de l'entretien. Mais donc, effectivement, on dirait que c'est une tradition un peu plus, de ce que tu expliques, hein, on dirait que c'est une tradition un peu plus feuilletonesque aussi que ce à quoi on est, même si là tu parles d'une série un peu plus courte, mais que ce à quoi on est habitué en France. Là, en t'écoutant, ça ressemble presque en fait à ce qui se fait au Japon avec les mangas. En fait, des petits volumes dans un format plus petit, sûrement un petit peu aussi moins cher, mais avec un grand nombre de livres dans la série et des séries qui s'inscrivent dans la durée. Ensuite, on va passer à ce que tu as intitulé la partie lycée dans ta liste. Et je voulais te demander d'abord, est-ce que c'est des lectures, quand tu mets lycée, est-ce que c'est des lectures qui correspondent à l'âge du lycée ou est-ce que c'est des lectures obligatoires? Alors, en France, on a beaucoup de lectures obligatoires au lycée, c'est là qu'on découvre la plupart des auteurs, au collège et au lycée, mais c'est là qu'on découvre la plupart des auteurs classiques du répertoire français. Est-ce que du coup c'est pareil ou quand tu dis lycée, c'est simplement un âge de ta vie? C'est un peu les deux. En fait, c'est un peu les deux parce que c'est pendant le lycée que j'ai découvert vraiment la lecture grâce à ma prof, ma prof de lettres. En fait, elle était prof d'italien, latin, et donc elle nous a créé des parcours de lecture entre la littérature latine, la littérature italienne, contemporaine, et voilà, elle suivait le parcours normal du XIIIe siècle jusqu'à nos jours, mais elle enrichissait tout ça aussi d'ouvrages contemporains, et elle nous conseillait ces livres. Donc, elle nous donnait toujours un livre à lire pendant l'été, et puisque j'étais évidemment bonne élève, je le faisais. Et donc, c'est un peu les deux. C'est l'âge du lycée, mais c'est aussi vraiment la découverte de tout ça, la découverte d'une passion après s'est transformée en métier. Et c'est grâce à cette prof. Je n'ai aucun doute là-dessus.
Ok, qui donc à travers ce parcours de lecture à la fois donc soit obligatoire, soit suggéré, t'as ouvert toutes ces portes. Est-ce que tu veux nous parler, par exemple, là je passe la liste, j'essaie de voir ce que je peux te demander de nous proposer. Moi je veux bien que tu parles d'abord pour commencer, tiens, de Dante, parce que dans la citation de Victor Hugo avec laquelle on a ouvert l'entretien, elle est dans le chapitre de Notre-Dame de Paris qui s'appelle Ceci tuera cela. Et dans la comédie musicale, à ce moment-là, dans cette scène-là, ce tableau-là, il chante effectivement cette espèce de basculement d'époque. Et je pense que moi, c'est la première fois où j'ai entendu, j'avais 16 ou 17 ans, la première fois où j'ai entendu parler de Dante. Je me suis dit, parlez-moi de l'enfer de Dante, etc. Donc je trouve que là, il y a un pont un petit peu hasardeux, mais qui fonctionne pour nous. Du coup, est-ce que tu peux commencer à nous parler de ça, et puis après peut-être continuer avec, je sais pas, Léopardi par exemple, qu'on connaît mal en France. Oui, d'accord, ok. C'est un grand bond en avant. Débrouille-toi avec ça. D'accord. Alors, en fait, Dante, ça s'inscrit justement dans un parcours de lecture que ma prof nous avait proposé. Elle nous avait fait en fait une sorte de elle avait préparé un cours d'approfondissement sur la lecture. Donc elle avait uni dans un seul pour moi c'était incroyable ça, de voir que en fait on n'étudie pas un auteur, on étudie des auteurs que l'on compare, qu'on met en fait en résonance les uns avec les autres. Ça m'avait ébloui. Je me disais, mais on peut faire ça en fait. On a le droit de parler de Dante et de parler en même temps de Ray Bradbury. C'était incroyable. Donc, elle avait construit ça et ça m'avait vraiment touchée. Et effectivement, elle parlait de l'importance de la lecture et du fait que la mémoire est importante pour comment dire, pour avoir un lien avec l'humanité, pour avoir un lien avec l'autre. Et je pense que c'était, voilà, c'est là que j'ai découvert tout ce que je voulais faire, mais je ne le savais pas encore. Parce que voilà, il nous propose de lire Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ensuite, le chant d'Ulysse de l'enfer de Dante, je crois que c'est le 26e chant de l'enfer, où Ulysse est réécrit par Dante comme le héros qui est rentré chez lui et qui en fait il veut repartir parce que son véritable but c'était de voyager, c'était de connaître, et c'est pour ça qu'il a été mis dans l'enfer. Dante a beaucoup d'empathie pour les démons de l'enfer, même si, et plus que pour les démons, pour les condamnés de l'enfer, parce que on peut dire pour les démons antérieurs des héros de l'enfer, parce qu'il est il est lui aussi atteint par ces mêmes péchés, on peut dire, par l'envie de gloire, et il a beaucoup d'empathie pour Ulysse qui a décidé de repartir et qui dit à ses copains, camarades de voyage, il leur dit fatti non foste per vivere come bruti ma per seguire virtù e conoscenza. Vous ne deviez pas être des abrutis. Vous avez été fait pour poursuivre la vertu et la connaissance. Et c'est une phrase qui évidemment m'a marquée, donc je m'en rappelle par cœur. Et en fait qu'on retrouve dans Si c'est un homme de Primo Levi. Et on la retrouve dans Si c'est un homme parce que le personnage qui est dans un camp de concentration rencontre un copain français qui s'appelle Piccolo. Bon, qui l'appelle Piccolo. Et en fait, il lui dit, en fait, ils sont en train de manger, je crois, ils sont dans la queue pour, je crois, je ne me rappelle plus très bien, mais, et en fait, ils sont là, ils sont dans l'attente de ce repas.
ce serait ça en fait le prix de leur travail, la récompense de leur travail du jour. Mais le personnage principal, presque, il en a rien à faire de ce repas. La seule chose qui l'intéresse, c'est de raconter l'Ulysse de Dante à son ami français. Et il lui dit, il faut absolument que je me rappelle de cette phrase. Et en fait, il la cite mal. Mais il essaie de s'en rappeler pour la prendre à Piccolo et pour qu'il y ait une transmission. Donc, pour que, au moins cela ne se perde pas au milieu des camps de concentration. Et j'avais trouvé ça magnifique, de nous faire étudier tout ça en parallèle, et de nous faire découvrir tout ça en parallèle avec Fahrenheit 451, où il y a des personnes qui apprennent par cœur les livres pour qu'ils ne soient pas oubliés, etc. Je trouvais ce rapport à l'humain, à l'autre, ce lien qu'il fallait créer avec l'autre à travers la lecture, à travers la mémoire de la lecture, c'était magnifique. Voilà, ça c'est Dante. Après, Leopardi, c'est venu un peu après. J'avais une passion pour les auteurs malheureux. C'est resté en fait aussi dans mon travail. J'avais une passion pour Leopardi parce que je trouvais sa poésie magnifique. Il y a en fait l'infini qui m'a marqué d'une façon profonde, et c'est un poème sur quelqu'un qui est seul et qui regarde à la fenêtre et qui imagine quelque chose au-delà de juste le petit buisson qu'il voit devant sa fenêtre. Et j'avais trouvé cette puissance de l'imaginaire incroyable. Et du coup, je suis... après, effectivement, on était allé aussi à la Bibliothèque nationale de Naples, où il y a les cartes de Leopardi, les manuscrits de Leopardi. Donc, tout cela a contribué à la construction romantique, on va dire, de ma personne. J'étais très attachée à cet auteur, aussi parce que c'est un des premiers auteurs qui parle, avec Foscolo, qui parle de matérialisme, donc qui se défait de la religion, en fait, se défait de cette idée de transcendance. Et je recherchais beaucoup ça au lycée. Je cherchais à comprendre comment me défaire de ce carcan de la société plus catholique, religieuse, de l'éducation catholique. Et Leopardi et Foscolo ont été, dans mon expérience évidemment, les premiers qui parlaient de ça, et évidemment ils en parlaient mieux que moi, et ils parlaient de quelque chose que je pensais déjà, mais ils le disaient bien. Donc j'aimais beaucoup ça chez ces auteurs-là. Donc un peu la poésie, et de l'autre côté la construction philosophique, le romantisme et la philosophie matérialiste, on va dire. Ouais, et trouver à la lecture la forme de ce que tu pouvais déjà ressentir, pressentir ou avoir comme expérience de la vie, mais le trouver soit théorisé, soit mis en poésie. Je te propose, parce que tu as un petit peu spoilé, j'imagine, notre deuxième semaine, je te propose qu'on laisse un tout petit peu de côté ta passion pour les auteurs malheureux. On en parlera la semaine prochaine. Et en revanche, on va parler, puisque là t'étais sur tu dis le matérialisme, l'attachement, le détachement au carcan divers. J'aimerais bien que tu nous parles d'un livre qui s'appelle donc en français Rien de rien, si je ne me trompe pas, que tu m'as fait découvrir pour ne rien vous cacher, et qui parle d'un moment important de l'histoire de Naples, qui est aussi un livre politique. Qui parle d'une héroïne extrêmement importante qu'on connaît pas ou peu en France, et je pense que ça pourrait être le bon moment pour que tu nous en parles quelques minutes.
D'accord. Oui, effectivement, ça a été un des livres que j'ai lu par plaisir, on va dire, entre guillemets, toujours parce que c'était conseillé par ma prof. C'est un livre de Enzo Striano. Je crois, je ne me rappelle plus la date de publication. Et effectivement, il reconstruit la vie de cette femme qui est une femme portugaise euh, qui est venue en fait en Italie très jeune, en bas âge, je pense, ou quelque chose par là. Et elle est passée par Rome et après elle est arrivée à Naples. Et ça s'appelle Eleonora Pimentel de Fonseca. Elle a été la première journaliste femme italienne. Donc, elle a participé à la révolution napolitaine de 1799. Effectivement, on en parle très peu en France, mais elle était inspirée de la Révolution française, sauf que ça s'est très mal passé pour les révolutionnaires. Et j'ai retrouvé avec ce livre j'ai appris à aimer le roman historique parce que je n'étais pas très je n'étais pas très fan des romans historiques, de l'histoire. Je croyais que c'était ennuyeux. Je préférais plus les livres existentialistes ou les livres qui m'amenaient dans des mondes différents, en fait. Et là, j'ai appris à aimer le roman historique. Cette construction si bien faite, même évidemment un peu romanesque de cette femme m'a beaucoup plu et je l'ai relu plusieurs fois. J'adorais le rendu de l'époque, le fait qu'elle essaye de créer des liens avec le peuple, en fait, d'amener le peuple dans la révolution, et elle n'y arrive pas, mais cette lutte pour faire entrer le peuple dans la révolution me plaisait beaucoup. Je trouvais ça très bien écrit et très bien exposé par Enzo Striano. Après, j'ai découvert que, par la suite, évidemment, maintenant, je sais que ce livre n'était pas si féministe que ça, parce que le regard reste un regard masculin. Mais pour moi, ça a été le premier petit pas vers une autoconscience féministe de ce que je voulais être dans la société, de ce que je voulais faire. Et j'ai adoré cette figure de journaliste, donc femme, de Eleonora Pimentel Fonseca. Et c'est une histoire importante, voilà, tant sur le plan politique, et y compris pour nous, Français, pour découvrir ces années-là, encore une fois, qu'on connaît peu, et effectivement, en tant que première femme journaliste, je sais pas, en t'écoutant, d'une certaine façon, ça rappelle, ça pourrait rappeler en France une figure comme Olympe de Gouges ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui, pendant la période révolutionnaire, se bat non seulement pour la révolution avec un grand R, mais se bat aussi, mais aussi en avant, les droits des femmes, le droit des femmes au sein en général et les droits des femmes au sein de la révolution ou des révolutions, donc des mouvements qui n'avaient pas forcément, envisagé de leur faire une place. Je veux bien maintenant qu'on parle. Alors là, c'est pas tout à fait un roman historique, même si ça parle de Marco Polo. Je voudrais que tu nous parles d'un autre livre, pour le coup, que là également tu m'as fait lire et qui est cher à notre cœur à tous les deux, mais qui est là pour le coup beaucoup plus onirique et peut-être plus puissant en termes d'imaginaire. Je voudrais bien que tu nous parles des Villes invisibles, s'il te plaît. Effectivement, ce livre m'est très cher parce que parce que Italo Calvino a été une véritable découverte pour moi pendant les années du lycée, justement parce que
on consacrait 1 heure par semaine à la littérature contemporaine et surtout à la figure d'Italo Calvino, parce que en fait les programmes sont très vastes, comme toujours, hein, au lycée. Donc ma prof ayant peur qu'on n'arrive pas à étudier Italo Calvino, qui était mort voilà, trop récemment entre guillemets, hein, parce qu'il est mort quand même en 1985, ayant peur qu'on puisse ne pas arriver à le traiter, elle a dévancé le problème. Du coup, elle nous a mis 1 heure par semaine de littérature contemporaine et on étudiait Calvino pendant qu'on faisait le reste du programme. Et comme ça, j'ai découvert Calvino, qui est un auteur très particulier parce que ses livres sont très différents les uns des autres, même s'il y a des fils communs. Il était très engagé politiquement, donc j'ai découvert vraiment un auteur qui a marqué véritablement la littérature contemporaine, même si à ce moment-là, surtout, il y a une vingtaine d'années, on en parlait très peu. Il était très engagé, il a fait des livres engagés et il a aussi, il est tombé amoureux de l'Oulipo à Paris, donc il est rentré dans ce mouvement de la littérature potentielle et il a écrit ce livre qui s'appelle Les villes invisibles. Ce livre est très particulier parce que il y a 5 villes par thématique, on va dire. Il y a les villes cachées, les villes et les yeux, les villes et je ne sais plus, les signes. Et en fait, c'est des descriptions que Marco Polo fait à Kublai Khan, parce que l'empereur ne peut pas se déplacer, il veut connaître son empire, donc Marco Polo lui raconte ces villes et en fait, je trouve absolument magnifique. Je suis un peu dupe, hein, je me fais facilement, comment dire, embobiner. Mais c'est vrai que jusqu'à la fin, je n'avais pas trop compris que c'était que des récits, que c'était que Marco Polo, en fait, comme il essaye de tricher un peu avec Kublai Khan, et il a triché aussi un peu avec moi, donc la découverte qu'en fait tout ça n'existait pas, c'était un choc pour moi. Et ces villes sont très particulières parce que moi j'aurais voulu qu'elles existent, ces villes, des villes suspendues en l'air, des villes qui se regardent en miroir. Il y a une ville qui se reflète dans l'eau et la ville qui est dans l'eau est complètement différente et opposée à la ville qui est en surface. Il y a, en fait, il y a tous les mythes que l'on connaît de notre tradition de la société occidentale, hein, des mythes grecs. Il y a tous les mythes de la littérature réécrits et réimaginés dans ces villes invisibles. Et ce pouvoir du récit me plaisait énormément. Je ne le savais pas encore que j'aurais repris tout ça dans mes travaux, mais en fait aussi parce que je viens d'une ville très compliquée, hein. Je viens de Naples, donc il y a un discours qui sous-tend ce livre, qui est un discours sur la beauté qu'on peut retrouver dans un monde infernal. Et donc toutes les villes représentées ressemblent à une ville contemporaine qui est dans l'emprise de la société capitaliste et qui est complètement détruite et démantelée par tout ça. Et je trouvais donc évidemment ça faisait écho à mon expérience dans ma ville, qui était la ville de Naples. Et je pense que c'est ça qui m'a plu au début, et après, le pouvoir de la littérature et de la lecture du récit, en fait, de l'écoute. Toujours, on revient à Momo, de l'écoute de quelqu'un qui raconte. C'était quelque chose de très, 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 très fort pour moi. Oui, parce que ce qui se joue aussi, en fait, entre Marco Polo et Kublai Khan, c'est quelque chose qui, je sais pas, d'une certaine façon, pourrait ressembler
au conte des Mille et une nuits, c'est-à-dire que Marco Polo, pour justifier son rôle auprès de l'empereur du Khan, il doit inventer des choses, il doit lui faire vivre un monde à ce type enfermé, quasiment reclus dans son palais, qui verra jamais son royaume, et en fait il est tenu d'alimenter, Marco Polo est tenu d'alimenter ça en inventant, et tant qu'il invente des choses, tant qu'il invente des villes, ce qu'on comprend à la fin, il justifie son rôle, mais c'est effectivement une ode au pouvoir de l'imagination. Et oui, tant qu'il raconte des histoires, l'histoire continue. Tant qu'il arrivera à imaginer des choses, tout ça pourra continuer d'exister. Et par ailleurs, c'est vrai que le romancier Calvin, enfin l'auteur, est là aussi d'une inventivité folle avec toutes ces villes qu'il arrive à imaginer. Moi, il y a quelque chose quand on lit ce livre d'inconcevable, en fait, je trouve, de se dire mais j'aurais jamais eu autant d'idées. Il y en a éventuellement une ou deux, mais alors les autres, c'est incroyable. C'est un livre fascinant et qui du coup a aussi toute une construction oulipienne, on va dire. Bon, tu nous as fait avec ça beaucoup de liens. On voit le côté très organisé que tu peux avoir. Beaucoup de liens avec la deuxième partie de l'entretien de la semaine prochaine, puisque on a abordé effectivement pas mal la mythologie, un peu de philosophie, la réécriture des mythes, et puis un petit peu de politique, beaucoup de politique sur les villes, etc. dont je pense qu'on va reparler. Est-ce qu'on fait un petit tour par le théâtre à l'université avant la recherche, du coup, dont on parlera la semaine prochaine? Effectivement, pendant les années universitaires, il y a eu 2 lectures qui m'ont particulièrement marquée et qui ont construit un peu ma personne et ma personnalité. Le premier était pendant la licence, donc c'était 2 ouvrages. En plus, c'est du théâtre, ce qui est rigolo parce que je n'ai jamais trop lu du théâtre. On l'étudie très peu, je trouve. Bon, dans les programmes scolaires, il est malheureusement pas trop abordé. Et j'avais découvert donc pendant l'étude de l'examen de littérature contemporaine, donc c'était mon 6e examen de littérature à la fac, et j'avais découvert cet auteur que je ne connaissais pas du tout, Massimo Bontempelli, et j'avais découvert cette œuvre. C'est un mini livre qui s'intitule Mini la Candida. Effectivement, il reprenait un peu l'idée de Candide, non, de Voltaire. C'était une femme qui était une étrangère. On ne sait pas trop d'où elle vient. On ne sait pas comment elle a atterri là. Elle est elle sort avec en italien, et il sort avec ses amis, et en fait il se trouve que un de ses amis lui dit mais tu sais qu'en fait la technologie a tellement avancé que il y a des robots qui ressemblent à des humains et on ne peut pas les distinguer des humains. On n'arrive pas à faire la distinction. Et cette blague la rend complètement folle. Et elle commence à réfléchir sur ça, sur le fait, elle commence à voir des faux humains partout, des robots partout. C'est un livre de 1930 ou 36, donc et elle commence à devenir folle. Elle commence à s'interroger sur les personnes qui l'entourent. Et le problème, c'est que ce questionnement l'amène aussi à s'interroger sur elle-même. Elle se dit, je suis fausse. Et cette idée d'être fausse l'amène au suicide. Et en fait, je trouvais incroyable que dans les années 30, on puisse déjà s'interroger sur les dérives. Cela m'intéressait parce que c'est des dérives psychologiques, donc c'est des dérives qui atteignent l'humain. Et évidemment, on s'interrogeait sur les dérives du progrès depuis le 19e siècle, les dérives pour la société, pour la politique, mais là, on commence vraiment à s'interroger sur ce que ça va provoquer dans la tête de quelqu'un. En plus, ça me plaisait beaucoup que c'était une protagoniste féminine, donc que c'était une femme, donc le fait qu'elle soit
une âme candide, qu'elle soit naïve, qu'elle aime le monde, qu'elle aime la vie, et que la seule idée qu'elle puisse être fausse l'amène à ne plus croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Cette idée me plaisait beaucoup, et donc c'est une œuvre qui m'a marquée, et sur laquelle après j'ai écrit un article, parce que j'aimerais qu'elle soit connue, qu'elle soit lue aussi, qu'elle soit redécouverte en fait, aussi bien en Italie qu'en France. Donc voilà, elle a après fait partie aussi d'un travail plus scientifique. Et ensuite, l'autre chose que j'ai découvert à l'université, c'était en France pendant mes études de master, parce que au programme de l'agrégation, il y avait le théâtre Dario Fo et Franca Rame. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé voilà, il y avait évidemment beaucoup de cours sur cela pour préparer les agrégatifs, les agrégatives, même si ça n'existe pas, on va l'inventer. Donc on étudiait ça. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, en Italie, on connaissait Dario Fo, mais on ne connaissait que très peu Franca Rame. Et on parlait toujours de Franca Rame et Dario Fo et Franca Rame. Franca Rame était l'épouse de Dario Fo. Elle était aussi une activiste, très militante, et une metteuse en scène. Mais c'est vrai qu'elle était toujours liée à lui. Alors qu'en fait, petit à petit, j'ai découvert que beaucoup des pièces de théâtre que l'on disait de Dario Fo et Franca Rame étaient écrites par Franca Rame, et j'ai découvert une œuvre qui m'a vraiment plu, parce que ça fait partie de mon autodétermination en tant que femme. C'était une œuvre qui s'appelait Le Réveil. Et en fait, vous pouvez, si vous comprenez l'italien, il faudrait la voir sur YouTube. Elle est très bien parce qu'elle montre le réveil d'une femme. Elle est fin des années 70, 1978, je crois. Et elle montre le réveil d'une femme qui se réveille 1 heure ou 2 heures plus tôt que son mari, parce qu'elle doit préparer à manger, parce qu'elle doit faire plein de tâches ménagères. En fait, c'est l'avant ancêtre d'Emma, de la charge mentale d'Emma. Et elle raconte comment ça se passe le réveil et la folie d'une femme qui ne trouve pas ses clés et qui ne peut pas aller au travail, à l'usine, si elle ne trouve pas ses clés. Et le fait qu'elle est complètement seule dans sa cuisine, ça dure, je pense, une vingtaine de minutes. C'est juste étouffant de voir comment ça se passe, parce que en tant que femme, je l'ai vécu plusieurs fois. Et je l'avais vécu, et je n'avais jamais concrétisé dans ma tête que ça pouvait être quelque chose de grave ou dérangeant, et que ça pouvait être quelque chose de sérieux. Je pensais que ça dépendait seulement de moi, de mon caractère ou de les choses de la vie. Donc là, j'ai vu que ce n'était pas ça en fait. C'était quelque chose de plus. C'était systématique, c'était social, et ça avait de l'importance, et il fallait il fallait en parler. Et donc ça m'a énormément plu, et ça m'a permis de découvrir une autrice merveilleuse qui était Franca Rame. Donc cela fait partie un peu de ma construction plus adulte, on va dire, de ma construction d'adulte, qui commençait à réfléchir à sa vie dans la société. Donc comment mener sa vie au quotidien dans la société. Avant de te laisser je te propose de parler quand même du dernier livre de la liste, parce que comme ça on aura pu tout boucler pour cette première journée. Et pour le coup, je connais l'auteur, mais je connais pas du tout le livre. Est-ce que tu peux nous présenter sans dessus dessous L'école du monde à l'envers de Eduardo Galeano? Oui.
Bien sûr, c'est un livre. C'est un entretien que tu as fait qui m'a qui m'a permis de me souvenir de ce livre. Un entretien avec l'entretien avec Pierre Doué, qui a cité Eduardo Galeano. Et en fait, ça m'a permis de me rappeler de quelque chose de très chouette que j'avais complètement oublié. C'est-à-dire que à la fin du lycée, en Italie, on doit présenter une sorte de mini-mémoire thématique qui relie un peu toutes les matières. On présente un travail fini sur une thématique qui nous a plu, etc. Et comme j'aime bien faire ça, comme tu as pu le remarquer, j'avais trouvé ce livre par hasard chez moi. C'était ma mère qui l'avait pris chez quelqu'un pour qui elle travaillait. Bon. Et c'était ce livre qui avait attiré mon attention pour le titre, parce qu'il s'appelle Sans dessus dessous. Et en fait, comme je suis passionnée d'Alice au pays des merveilles, je suis passionnée du dessin animé Disney, mais du livre aussi, ça a attiré mon regard. J'ai commencé à le lire et c'est devenu le centre de mon mémoire de fin de lycée, ce qui était pour le bac en fait, pour le baccalauréat. Et c'était très marrant parce que j'étais la seule qui avait pris un livre complètement au hasard. Genre, pas du programme, pas de chez nous, pas de la littérature italienne. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que la porte d'entrée, c'est effectivement donc Alice au pays des merveilles, le fait de rentrer dans un monde à l'envers. Et Eduardo Galeano dresse un portrait de l'école du monde à l'envers, une école où en fait on oblige on oblige les enfants, et surtout les enfants pauvres, donc sans moyens matériels sans trop de moyens d'accepter, on les oblige à subir la réalité au lieu de la construire, de la co-construire avec les autres. On leur dit que ce n'est pas grave de subir, et on leur dit d'oublier le passé. Et donc il dresse tout un portrait comme ça, un portrait très négatif, une critique sociale très très poussée, évidemment avec un petit espoir à la fin qui nous dit, en fait, il nous dit il y a toujours une contre-voix qui peut se lever, donc un peu comme dans les villes invisibles, non? Il y a une beauté à l'intérieur de l'enfer, et il y a une grâce cachée dans chaque disgrâce, donc il peut y avoir une contre-voix qui se soulève. Et ça avait été, le centre de ma thésine, de mon mini-mémoire. Et j'avais donc, en histoire, j'avais abordé le 68, les mouvements du 68. J'avais abordé Pasolini en littérature et Franco Fortini en littérature, toujours pour le mouvement du 68. J'avais réussi à, je ne sais pas comment, mettre les maths, quelques formules sens dessus, dessous, etc. Et tout cela, pour moi, c'était, les voix et les contre-voix, et le monde et le contre-monde, et ce qu'on peut faire avec tout ça, avec ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Donc, c'est un livre qui m'avait marqué pour ça, donc qui a marqué mon parcours individuel, et que je pense qu'il faudrait récupérer vraiment, qu'il faudrait lire. Et je le pense encore plus maintenant, parce que maintenant je fais partie de l'éducation nationale, donc cela me parle beaucoup. Donc je remercie à travers ton podcast Pierre Doué qui m'a fait repenser tout ça, parce que je trouve que en plus ce message, entre guillemets, j'aime pas trop parler de message pour les auteurs, on dirait que ils sont des gens de je sais pas, de prêtres qui doivent mais bon, il a une vision
qui était peut-être à ce moment-là et pour son pays valable pour les classes sociales les plus démunies. Et là, en fait, ce discours commence à valoir pour tout le monde. Dans notre société, j'ai l'impression que ça vaut pour tout le monde. On est arrivé au monde à l'envers. On a atteint ce monde à l'envers pour tout le monde, et ce qui est encore plus, c'est encore plus effrayant, parce que ça veut dire que personne n'a plus les moyens pour, personne n'a plus les moyens de réaliser une véritable contre-voix. Donc, c'est encore plus important et encore plus pertinent de le penser maintenant et d'imaginer cette lutte et de cette contre-voix, je pense. On va dire qu'on essaie d'imaginer ça aussi à travers les livres, et y compris, comme tu nous l'as expliqué là, à travers les livres que on rencontre un peu par hasard et qui finissent, et auxquels dans lesquels on découvre du sens et qui marquent nos existences. Je trouve que c'est une jolie façon de terminer cette première partie de l'entretien. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et d'avoir fait ces liens avec un autre épisode, donc l'épisode avec Pierre Bouet, libraire au Montant-l'Air à Paris, que je ne peux que vous recommander d'écouter, évidemment. Merci beaucoup, Daniela, et à la semaine prochaine. Merci à toi, à la semaine prochaine. C'était le 11e épisode de Constellation de papier, un épisode enregistré, monté et mixé à Marseille, mais à distance, la malédiction continue, le 15 avril. Il y a exactement 46 ans et un jour, Gérard Lambert, le Hells Angels maudit, vivait sa triste et lamentable histoire sous la plume de Renaud. À bientôt!